Nous sommes ici sur une table ronde, hein, sur un sujet qui nous touche à cœur, hein, qui est l'endométriose, pardon. Donc avec le docteur Marion Mangien-Méniel et le docteur Laurie Denis-Larocque que nous avons eu jusque-là, nous a rejoint le docteur Jessica Clerc, qui est gynécologue au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, et le docteur Jean-Mathieu Philonoff, qui est chirurgien viscéral. Donc j'ai envie de commencer par vous, docteur Jessica Clerc. Qu'est-ce que l'endométriose qui touche, sauf si je me trompe, c'est vous qui allez me dire, une femme sur 10 quand même? Oui, tout à fait. L'endométriose, malheureusement, c'est une maladie qui est très fréquente, qui touche 10% des femmes et qui est malheureusement très difficile à mettre en évidence. Alors, vous êtes venu avec des slides. Exactement. On va lancer un petit diaporama, du coup. Ouais. Hop, on va passer à la suivante. Voilà, donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique. C'est une maladie qui est chronique et inflammatoire. En fait, c'est le développement de cellules. Donc, les cellules, c'est le sang des règles qui va passer via les trompes au niveau du ventre. Normalement, ce sang va être éliminé. Et chez certaines patientes, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Ce sang va se greffer au niveau des organes internes. Donc, soit au niveau des ovaires, ça peut être au niveau de l'intestin. Ça peut se greffer un petit peu de partout dans le ventre. Et du moment où ça se greffe, on va avoir une réaction inflammatoire chronique qui va se créer. Et on va avoir des patientes qui vont devenir très, très douloureuses. Voilà, tout est possible, toutes les formes sont possibles. On a des formes qui peuvent être très localisées et des formes qui peuvent être très étendues. Et tout comme la localisation, on a des patientes qui peuvent être complètement asymptomatiques avec une atteinte très importante. Et vice-versa, on peut avoir des patientes très douloureuses avec une atteinte minime, vraiment très superficielle. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très compliqué à mettre en évidence. Même avec des imageries qui sont normales, on peut avoir des patientes extrêmement douloureuses qui ont une vie très compliquée. Voilà. Très souvent, l'endométriose, ça va toucher plutôt les organes de proximité, donc notamment les trompes, les ovaires. Et le péritoine. Le péritoine, c'est cette petite membrane qui recouvre les organes au niveau de la cavité abdominale. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ça peut tout toucher. Donc, dans les formes sévères, on peut avoir des grosses atteintes digestives, des atteintes au niveau de la vessie, des atteintes au niveau du vagin. Enfin, des atteintes qui peuvent être très, très importantes. Alors, n'hésitez pas à leur faire signe, oui. À nos techniciens qu'on salue. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, ces lésions d'endométriose, en fait, ça va avoir la même caractéristique que la muqueuse de l'utérus, que l'endomètre, d'où le nom endométriose. Et c'est donc une maladie qui va être vraiment sensible aux hormones. C'est une maladie œstrogénodépendante. Voilà, donc vu que c'est œstrogénodépendant, c'est une maladie qui va se développer principalement pendant les périodes d'activité génitale. Donc le vrai traitement de l'endométriose, ça va être la ménopause. Les patientes qui vont être ménopausées, là en général, c'est des ménopauses qui se passent très très bien parce que les patientes ne vont plus être symptomatiques et vont plus avoir ces douleurs invalidantes. Voilà, comme on l'a dit, c'est très fréquent l'endométriose, c'est 10% des femmes qui sont porteuses. Donc ça fait quand même 190 millions de femmes touchées au niveau mondial. Et on ne le sait peut-être pas forcément, si, qu'on est porteur. Non, tout à fait. C'est très compliqué exactement à mettre en évidence. Parfois, on a des fortes suspicions et en fait, c'est négatif. Et parfois, on a des patientes asymptomatiques donc qu'on découvrira jamais, quoi. Là, je vous ai juste mis un petit schéma pour montrer toutes les atteintes de l'endométriose. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut tout toucher. Donc, ça peut atteindre l'utérus. Donc, l'atteinte de l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose. Donc, c'est la muqueuse qui va rentrer dans le muscle de l'utérus et ça donne des règles qui sont très hémorragiques, très douloureuses. On peut avoir une atteinte donc, au niveau des ovaires, au niveau de la vessie, au niveau de l'intestin. Et parfois, on peut avoir même des atteintes qui sont beaucoup plus hautes au niveau du diaphragme. Enfin, voilà, tout peut être touché. Voilà, donc on va le suspecter, l'endométriose, chez les patientes qui sont notamment symptomatiques. Donc les symptômes, c'est des patientes qui vont avoir des règles très douloureuses. Donc c'est ce qu'on appelle des dysménorrhées. C'est des patientes qui vont avoir des grosses douleurs aussi au moment des rapports sexuels. Donc c'est ce qu'on appelle des dyspareunies. Et enfin, c'est des patientes, quand on a une atteinte au niveau de la vessie ou de l'intestin, qui vont avoir des grosses douleurs, donc en allant à la selle, en allant uriner. On peut avoir aussi du sang dans les selles, du sang dans les urines. Voilà. Mais comme je vous ai dit, tout est possible. Et on a des patientes qui sont complètement asymptomatiques. Et on va découvrir cette endométriose quand elles vont avoir des difficultés pour tomber enceinte. Voilà, donc dans ce cas-là, on fait toute une batterie d'examens complémentaires et parfois on fait même des célioscopies, donc des petites opérations où on va voir ce qui se passe au niveau du ventre. Et
on découvre parfois des endométrioses très très importantes chez des patientes qui n'ont aucun symptôme. Finalement, le seul point de départ, c'était la difficulté à procréer. Donc le diagnostic, on en a parlé, c'est très compliqué. Donc on commence toujours par une échographie pelvienne, donc c'est l'examen le plus facile, on y a très facilement accès. Donc on va regarder si on n'a pas des petits nodules. L'échographie va surtout nous montrer une atteinte au niveau des ovaires, c'est ce qu'on appelle des endométriomes. Donc parfois on voit très bien, on a des kystes qui sont très typiques sur les ovaires, qui sont très hétérogènes. Donc là on le suspecte très facilement. On peut voir aussi en échographie assez facilement des atteintes au niveau de l'utérus, donc l'adénomiose dont on parlait. Donc vraiment, on va avoir un aspect un petit peu très caractéristique sur l'utérus. Mais malheureusement, au niveau des atteintes digestives, on n'est pas bon en échographie. Donc très vite, on passera à l'IRM pelvienne. L'IRM, c'est un très bon examen. C'est ce qui permet de regarder tout ce qui se passe au niveau du ventre. Et c'est ce qui va nous montrer notamment les nodules au niveau de l'intestin, au niveau de la vessie. L'endométriose, c'est très compliqué et malheureusement, il faut être très bien formé pour le voir. On a des radiologues qui n'ont pas la formation et qui vont retrouver une IRM normale, alors qu'on aura une atteinte type 4 vraiment très évoluée. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué, c'est qu'il faut être vraiment dans un réseau vraiment formé pour pouvoir les voir, ces lésions. Voilà, on peut avoir, donc, comme je vous ai dit, des imageries complètement négatives, y compris des IRM négatives, et en fait avoir des petits implants qui vont être très superficiels. Et qui peuvent être très gênants. On a des patientes qui sont sous morphine tous les mois avec juste des petits implants superficiels. Donc, ce n'est pas l'importance de l'atteinte, c'est vraiment patient dépendant. Donc, heureusement, on a des traitements médicaux qui marchent bien. Donc, premier traitement, c'est ce qu'on met en priorité, ça va être les médicaments pour la douleur, donc les anti-inflammatoires. Donc ça, c'est vraiment du symptomatique. La patiente a mal, on met ses anti-inflammatoires pour déjà essayer de calmer ses douleurs. Bien entendu, si on a besoin de plus, on a des patientes qui sont sous morphine tous les mois parce qu'elles ont des grosses douleurs. Ensuite, on va avoir les traitements étiologiques où on va vraiment traiter l'endométriose. Donc, ça va être tous ces traitements hormonaux qui vont permettre de bloquer ces nodules d'endométriose, qui vont les éviter de saigner et qui vont du coup réduire les douleurs par ce biais-là. Donc, les plus classiques, c'est les pilules. Donc, ça marche bien sur les stades pas très avancés. Tout ce qui va être aussi stérilet à base d'hormones, bien entendu, parce qu'il faut qu'on ait cette hormone qui bloque, les implants. Donc tout ça, ça va permettre de faire régresser un petit peu ces nodules et ça va donc améliorer la qualité de vie des patientes. Et enfin, on a un traitement qu'on utilise énormément actuellement, qui est aussi un traitement hormonal, c'est ce qu'on appelle le Dienogest. Donc c'est un traitement, donc c'est une hormone qui va avoir un effet progestatif très très important, donc très atrophiant, et qui va permettre de faire fondre ces nodules d'endométriose. Et enfin, en dernier recours, il nous arrive de mettre les patientes en ménopause artificielle. Donc on fait des injections pour bloquer les ovaires, pour faire régresser les nodules d'endométriose et pour stopper les douleurs. Voilà, la chirurgie, c'est aussi une grosse part du traitement. Donc la chirurgie, ça intervient si le traitement médicamenteux n'a pas été efficace. C'est le dernier recours, quoi. C'est le dernier recours. Voilà, donc une patiente qui aurait été traitée médicalement, en général, on se laisse 3 à 6 mois. Si au bout de 3 à 6 mois, malheureusement, elle est toujours aussi symptomatique, on va donc aborder la chirurgie. Le but de la chirurgie, ça va être d'enlever toutes les lésions d'endométriose. Il faut qu'on aille tout gratter. Donc la chirurgie, ça se fait principalement sous célioscopie. Donc la célioscopie, c'est les petits trous au niveau du ventre. On fait 4 à 5 petits trous au niveau du ventre pour pouvoir rentrer des instruments et pour pouvoir aller gratter tous ces nodules d'endométriose. La chirurgie, ça peut être très compliqué parce que malheureusement, comme je vous ai dit, ça peut toucher tous les organes. Donc ça peut toucher la vessie et très souvent, ça peut toucher l'intestin, d'où mon collègue chirurgien viscéral. Parce qu'il faut qu'on aille gratter cet intestin pour que la patiente soit soulagée. Voilà. Et malheureusement, parfois, le nodule est très profond au niveau de l'intestin, donc on est obligé de couper un bout d'intestin ou vraiment de le racler au maximum. Et du coup, parfois, on est obligé de faire des stomies. Donc, c'est des anus artificiels. Alors, c'est transitoire, le temps que ça cicatrise, mais voilà, pour que les suites soient le plus simples possible. Voilà. Donc là, je vous ai rapidement parlé de l'endométriose. On va peut-être enchaîner avec mes collègues. Déjà, peut-être, puisqu'on a un chirurgien viscéral sur scène, vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots de ce dernier recours. Je vais essayer. Je n'ai pas la meilleure voix aujourd'hui. En pratique, je viens assez rarement et assez tard dans la prise en charge, et plutôt heureusement. Parce qu'en fait, quand on m'appelle, c'est que généralement, c'est des endométrioses assez sévères qui nécessitent un geste chirurgical combiné. Donc souvent,
on est avec Jessica, et puis moi je viens la rejoindre sur le bloc et on fait l'intervention ensemble. On peut avoir des lésions qui sont notamment sur le rectum, donc très très bas situé, en arrière en fait du col de l'utérus. Et ces nodules-là, parfois, ils sont tellement infiltrants qu'on est obligé de retirer une petite partie du côlon sigmoïde ou du rectum. Et quand on doit faire la couture, la continuité, c'est des coutures qui sont à risque de fuite assez importante. Pour éviter que la fuite, si jamais il y en a une, elle soit trop importante et qu'elle nécessite un démontage de la couture, on fait des poches, des anus artificiels, je préfère dire poches, pour dériver les matières de manière transitoire, le temps que la cicatrice en bas, la couture en bas, cicatrise correctement. Et puis ensuite, dans un second temps, on fait une intervention qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins à risque pour aller fermer cette poche. Ces poches, il y a des gens, malheureusement pour d'autres pathologies que l'endométriose, qui vont vivre toute leur vie avec. Et c'est loin d'être une fatalité, c'est des gens qui travaillent, qui ont une vie sociale, on ne va pas dire complètement normale, mais presque normale. Encore une fois, dans l'endométriose, quand on fait une poche, c'est quelque chose de transitoire. Et c'est pour le bien de la patiente. Merci. Voilà. Merci. S'il y a des questions un peu plus précises. Merci. On verra, oui, on verra à la fin de la table ronde pour les questions du public. L'endométriose était mal connue finalement du grand public pendant assez longtemps. Ce n'est que récemment que les pouvoirs publics s'y sont intéressés. En janvier 2022, une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose et par ailleurs, je crois, un plan interministériel 2023-2024 pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui avait été présenté par la Première ministre Elisabeth Borne, a annoncé l'accélération de la recherche, des actions plutôt de recherche pour lutter contre l'endométriose. C'est vrai qu'il s'écoule... Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai lu quand même qu'il pouvait s'écouler entre 6 à 10 ans avant qu'on diagnostique, ce qui est quand même énorme au regard de tout ce que vous nous avez expliqué en première partie. Donc, disposer d'un test rapide et fiable, ce serait l'avenir ou peut-être même le présent. Donc, je me tourne vers vous parce que maintenant, on parle aujourd'hui... Docteur Mangin-Méniel, de tests salivaires. Alors effectivement, pour l'instant, le test salivaire, les études sont encore en cours. Le test salivaire utilise des biomarqueurs présents dans la salive des patientes qui vont permettre en fait d'infirmer ou d'affirmer la présence ou non d'une endométriose. Il y a une étude INSERM qui est en cours en France. Donc initialement, il y avait 200 patientes qui étaient incluses dedans avec, je crois, 156 patientes qui avaient été diagnostiquées et des patientes témoins. Et il a été décidé, pour affiner les tests, d'inclure finalement au total 800 patientes. Donc là, en fait, ils sont dans la deuxième phase de l'étude. Donc les intérêts principaux de ce test, c'est que c'est peu invasif, puisque ça serait fait sur une prise de sang, donc qui est quand même parfois quand même moins invalidant, par exemple, qu'une... Enfin, c'est pas une histoire d'être invalidant, mais une célioscopie, quand on fait un test diagnostique, ça reste quand même une intervention chirurgicale, même si c'est une technique qui est très bien connue et qui se passe généralement très très bien. Et puis, il n'y a pas d'irradiation non plus. Donc, l'idée, ce sera sûrement de le proposer aux patientes qui sont symptomatiques, mais qui ont une imagerie, et notamment une IRM qui est négative, et comme le disait Jessica Claire, avec des symptômes quand même très importants et où on se sent un petit peu démuni, parfois même une célioscopie qui peut ne rien montrer. Donc voilà, ça va avoir toute sa place, je pense, aussi dans la deuxième partie du diagnostic. Est-ce qu'on fait une célio? Est-ce qu'on peut faire le test? Voilà, donc je pense que ce sera quand même très intéressant. Et puis également, pouvoir le proposer à un nombre important de patientes, puisqu'on a vu que c'est une pathologie qui finalement est très fréquente. Et alors, quelles sont les prises en charge de la douleur, justement? Parce qu'on on voit à quel point, vous l'avez expliqué, ça peut être douloureux. Alors, quelles sont les prises en charge? Y a-t-il des thérapies alternatives?
Alors, en parallèle du traitement antalgique, alors que l'on connaît bien, hein, on sait que dans les traitements antalgiques, il y a plusieurs paliers. Donc, bien entendu, qu'on ne laisse jamais repartir de la patiente juste avec du spasfon de paracétamol qui ont une suspicion d'endométriose, qu'on sait très bien que ça ne va servir à rien. Ce sera en tout cas pas suffisant. Le Dienogest est un traitement qu'on utilise depuis quelques années qui a quand même, quand il est bien toléré, qui montre quand même des effets vraiment très intéressants. En parallèle, vous avez la phytothérapie qui peut vraiment nous aider également chez certaines patientes. Je dis bien chez certaines patientes parce qu'on est bien d'accord que sur une patiente qui est très, très, très gênée, ça ne sera pas forcément suffisant, en tout cas pas tout seul. Donc les plantes que l'on peut citer, ça va être le curcuma, le gâtillier, l'aquilée, millefleur pour les plus connus, qui vont du coup lutter contre cet état d'hyperœstrogénie. Vous avez également des techniques qui sont utilisées depuis peu de temps qui utilisent en fait la neurostimulation électrique par voie transcutanée. Donc ça, c'est des dispositifs maintenant qu'on peut prescrire aux patientes. Et en fait, le dispositif va s'appliquer avec des petites électrodes qu'on va mettre principalement sur la peau en regard de la sphère génitale et qu'elles peuvent utiliser notamment pendant les règles. Il y a certaines patientes qui répondent très bien à ce genre de traitement. Et puis également de la kinésithérapie. Alors la kiné, de la même façon que l'imagerie, elle doit être faite par des personnes qui connaissent bien. La kiné, ça va être exactement la même chose. Alors ça peut poser le problème de trouver des praticiens près de chez eux qui sont bien sensibilisés à cette pathologie. On va essayer d'assouplir les zones douloureuses, proposer des étirements du travail d'entretien à la maison. Et ça, je pense aussi à ces techniques-là pour les patientes qui, du coup, suite à cette endométriose, ont parfois des rapports très douloureux. Et ça peut vraiment aider, gérer une partie de cette problématique. Mais encore une fois, voilà, je l'ai mis en dernier parce qu'il faut vraiment des praticiens qui connaissent bien la pathologie. Et malheureusement, l'accès n'est pas toujours évident. Donc, je pense aussi que sur ce point de vue-là, il faudrait qu'on puisse élargir le champ d'action des praticiens qui sont intéressés parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire dans ce domaine. Eh bien, docteur Laurie Denis-Larocque, quand on parle endométriose, on associe forcément la problématique de la fertilité. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler ? Oui, donc ce qu'on va appeler fertilité, donc c'est l'aptitude à concevoir un enfant, et on va parler d'infertilité en absence de grossesse après 12 mois de rapport régulier sans contraception. Donc, comme l'a dit le docteur Claire, on diagnostique souvent l'endométriose dans un bilan d'infertilité. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire les chiffres du pourcentage d'infertilité chez les patientes qui ont l'endométriose, car il y a beaucoup de femmes qui vont passer en effet leur vie en ayant de l'endométriose sans le savoir. Donc c'est pas rare d'avoir une patiente qui a eu 3 enfants, qui a eu un peu des douleurs au ventre toute la vie, et on lui a dit de prendre du Doliprane, que c'était pas grave, et puis on va lui découvrir une grosse endométriose pour une appendicite ou pour autre chose. Après qu'elle ait eu son projet de grossesse. Donc vraiment ne pas retenir que l'endométriose va forcément être associée à une infertilité, mais on estime qu'il y aurait autour de 30-40% des femmes qui vont être impactées. Donc je voulais juste revenir un petit peu sur la physiologie, donc comment ça se passait pour la fécondation. Donc les spermatozoïdes vont être déposés au fond du vagin. Ils vont remonter dans l'utérus et dans la trompe pour arriver jusqu'à l'ovule. La fécondation se fait dans la trompe et après, l'embryon va revenir s'implanter dans l'utérus. Donc là, l'endométriose va pouvoir impacter en fait tout ce déroulement. Déjà, bien sûr, par rapport au rapport douloureux, si la patiente a beaucoup de douleurs pendant les rapports, ça va pouvoir diminuer le nombre de rapports et du coup diminuer les chances de tomber au bon moment du cycle pour être enceinte. Ça va pouvoir jouer sur l'implantation de l'embryon. On a parlé de l'adénomiose, donc qui touche directement la cavité de l'utérus, donc qui va pouvoir gêner l'embryon pour s'implanter. Quand ça va toucher les trompes, si ça altère, si ça bouche la trompe, le spermatozoïde ne va pas réussir à aller
jusqu'à l'ovule. Et puis enfin, les endométriomes, donc les kystes aux ovaires, qui vont pouvoir aussi impacter la réserve en ovule et créer une inflammation qui va gêner un petit peu cette fécondation. Donc je ne sais pas si on avait encore du temps pour détailler un petit peu. On a le temps. Le bilan. Donc, pour une patiente qui a de l'endométriose, on va souvent lui proposer un bilan d'infertilité un peu plus rapidement qu'une femme qui n'en a pas, surtout évidemment s'il y a des problématiques de douleur. Il y a des patientes qui appréhendent beaucoup le moment où elles vont arrêter la pilule pour avoir leur projet de grossesse par peur que ces douleurs reviennent. Et puis, il y a la problématique de femmes qui ont été opérées, qui ont pu avoir des ovaires un peu altérés par les différentes chirurgies. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir leur proposer des bilans un petit peu plus précoces qu'un couple tout venant. Donc, la première chose, on va essayer d'évaluer un peu la réserve en ovules. Donc, pour ça, ça va être à la fois une prise de sang pour faire un bilan hormonal et une échographie où on va aller compter les ovules au niveau des ovaires. Ensuite, on va pouvoir aller évaluer la perméabilité des trompes, donc vérifier que les trompes ne soient pas bouchées. Donc pour cela, l'examen le plus courant, c'est ce qu'on appelle l'hystérosalpingographie. C'est un examen qui se passe en cabinet de radiologie où on va injecter du produit dans l'utérus et voir si le produit passe bien des deux côtés. Une technique qui se développe aussi, c'est de faire ça directement en échographie. Ce qu'on appelle l'hyphosie. Et puis la célioscopie dont parlait le docteur Claire, où là, directement, en ayant la caméra dans le ventre, on va injecter du produit par l'utérus et on va voir si le produit s'évacue bien des deux côtés. Évidemment, c'est l'examen le plus performant pour voir comment sont les trompes, pour voir si elles ne sont pas abîmées. Évidemment, il va falloir aller vérifier aussi en parallèle si du côté du conjoint, il y a des anomalies au niveau du spermogramme. Donc, est-ce qu'il y a un nombre de spermatozoïdes suffisant? Est-ce qu'ils bougent bien? Et est-ce qu'ils ont une forme normale? Là, vous avez sur le schéma, vous voyez qu'en moyenne, on a entre 50 et 200 millions de spermatozoïdes qui sont déposés au fond du vagin. Et il n'y en a plus qu'une centaine qui se retrouvent au contact de l'ovule. Et ça, c'est quand tout va bien. Donc évidemment, si au départ, on part avec beaucoup moins de spermatozoïdes, il y a moins de chances qu'il y en ait un qui arrive au bout à la fin. Donc, choix de la photo, on en parle. Malheureusement, vous n'aurez pas toujours un aussi beau médecin pour réfléchir sur votre dossier. Mais concrètement, quand on va avoir un couple avec une problématique d'endométriose, on va avoir beaucoup de questions qu'on va prendre en compte. Donc déjà, est-ce que la patiente a beaucoup de douleurs? Depuis combien de temps elle essaye? Est-ce qu'elle a déjà eu des enfants? Quel âge a-t-elle? Quelle est la sévérité de l'endométriose sur les différents examens qu'on a pu faire? Quels traitements ont déjà été essayés? Si elle a été opérée, est-ce que la chirurgie a été complète? Est-ce que les trompes étaient abîmées ou pas quand il y a eu l'opération? Du côté du conjoint, est-ce qu'on a retrouvé des choses ou pas? Et puis bien sûr, comment la patiente voit les choses. Il y a des patientes qui n'ont pas du tout envie de passer par la procréation médicale assistée. Il faut respecter les choix de chacun et les orienter au mieux en fonction. Donc toujours retenir que chaque patiente est différente, chaque endométriose est différente, et donc ça, attention aux réseaux sociaux où les histoires qu'on va voir raconter ne vont pas coller à ce que la personne vit aussi. Avant de commenter la prochaine slide, est-ce que Dr Claire, vous voulez compléter ou réagir sur le sujet? Non, effectivement, c'est ce qu'on fait. Ouais, les réseaux sociaux. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est fake news et ces fausses informations donc, qui circulent. Voilà, ça, c'est l'actualité. Maintenant, nos patientes sont jeunes, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Internet fait souvent office d'avis médical. Oui, il faut qu'on vive avec. Et voilà, d'où l'importance de réexpliquer au départ, à chaque consultation, ce qu'il en est, le mécanisme, les idées reçues. Voilà. Mais oui, maintenant, c'est notre quotidien avec les réseaux sociaux chez les femmes jeunes, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Je vous laisse continuer, docteur. Oui. Bonne ressource d'informations sur Internet, c'est EndoFrance.
tout simplement. Et après, ils ont différentes associations départementales. Alors, je crois que dans l'Ain, malheureusement, il n'y en a pas. Il y a Andorra qui s'est développé. Andorra, ouais, mais c'est... Je crois pas que c'est... Enfin, si, c'est dans l'Ain, vraiment. C'est Rhône-Alpes. C'est Rhône-Alpes. Donc, ouais. moi, j'avoue que j'assiste aux réunions d'Andorra. On fait partie du Parce réseau. Mais c'est sûr que on a plus de radiologues formés. Les réunions se passent aussi beaucoup sur Lyon. Enfin, c'est sûr que c'est centralisé sur Lyon, mais maintenant avec les visioconférences et tout ça, on arrive à se rapprocher quand même. C'est un site qui est accessible au grand public. Oui, et là j'ai apporté des brochures que j'ai laissées à l'accueil justement d'Andorra si certains veulent se servir. D'accord. Donc c'est intéressant, voilà, des brochures que vous pouvez prendre en repartant tout à l'heure. Et donc, oui, ce que je n'ai pas dit, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de questions. Et donc, maintenant, de plus en plus, on va faire ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, où à la même table, il va y avoir le radiologue, le chirurgien digestif, le gynécologue, d'autres professionnels, pour vraiment discuter et valider la meilleure prise en charge pour la patiente. Pour une patiente, voilà, qui va varier d'une patiente à l'autre, bien évidemment, on l'aura bien compris. Alors, moi, je pense qu'on peut prendre le temps, effectivement, de parler de l'assistance médicale à la procréation. Donc, je vous détaille vraiment les deux techniques principales. Donc, il y a ce qu'on appelle les inséminations intra-utérines. Donc, le principe, ça va être de stimuler un petit peu les ovaires. Donc, c'est des injections qui se font par voie sous-cutanée, comme vous voyez sur le petit schéma en bas à gauche. Donc le but, ça va être de faire grossir un ovule. Donc on va surveiller à la prise de sang et à l'échographie. Et quand l'ovule aura atteint la bonne taille, on va déclencher l'ovulation. Donc on sait que 36 heures après l'injection, la patiente aura ovulé. Ce jour-là, le partenaire va aller faire un prélèvement de spermatozoïdes au laboratoire, où on va aller sélectionner les spermatozoïdes qui bougent le mieux. Et on va revoir la patiente avec le prélèvement et on va aller remettre directement les spermatozoïdes dans l'utérus. Donc on est sûr qu'ils sont là au bon endroit, au bon moment, et on leur a passé l'étape du col de l'utérus. La différence avec la fécondation in vitro, c'est qu'à la fécondation in vitro, on ne va pas vouloir faire grossir un seul ovule, mais on va vouloir en faire grossir le plus possible. Donc ça va être des stimulations qui vont être plus fortes. Cette fois-ci, il va falloir aller récupérer les ovules. Donc, il va y avoir une opération, donc une petite anesthésie générale. Donc, on va mettre la sonde d'échographie par voie vaginale, comme vous voyez sur le schéma. Et au bout de la sonde, on va aller brancher une aiguille et on va aller aspirer tous les ovules qu'on a fait grossir en contrôlant les choses avec l'échographie. Le même jour, monsieur va faire un prélèvement de spermatozoïdes et là, on va soit mettre les contacts, les ovules et les spermatozoïdes, soit on va injecter directement le spermatozoïde dans l'ovule. Donc on va avoir l'embryon qui va être au laboratoire, qui va rester en culture entre 3 et 5 jours. Et au bout de 5 jours, on va aller remettre l'embryon dans l'utérus. Donc cette technique va être particulièrement adaptée chez des patientes où les trompes ont été abîmées, parce que du coup, là, on les court-circuite complètement. Et ça, c'est quand même une sacrée avancée, quand même. Hein. Oui. Merci à vous. Est-ce que docteur Mangin-Méniel, vous voulez rajouter quelque chose ? Écoutez, éventuellement pour des questions, mais sinon, je pense que l'essentiel a été dit. Docteur, tout est clair aussi. Quelque chose ? Non ? Eh bien, alors écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions du public. Et on en a déjà une. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait plus de risques de grossesse extra-utérine du coup avec l'endométriose. Alors, qui veut répondre ? Alors, l'endométriose, ça peut abîmer les cils qui sont dans les trompes. Donc, en fait, on a vu tout à l'heure que les spermatozoïdes passaient dans les trompes et qu'il y avait des petits mouvements. Et du coup, dans le cadre de l'endométriose, ces cils peuvent être abîmés. Donc, oui, ça peut majorer par ce biais-là un petit peu les grossesses extra-utérines. Ouais. Merci. Une autre question ? Pas d'autres questions ? Moi, j'en ai des questions. Hein. Est-ce que c'est héréditaire, l'endométriose ? La physiopathologie n'est pas clairement établie, donc c'est difficile de répondre à cette question.
tant qu'on n'aura pas compris exactement comment ça fonctionnait, on peut pas vraiment se On sait positionner. pas, ouais. Mais oui, effectivement, on sait comment ça fonctionne, ce que le docteur Claire vous a expliqué. Ce sont des implants de muqueuse qui se mettent à des endroits où ils sont pas censés persister. Mais le reste de la physiopathologie n'est pas clairement établi, donc difficile de vous répondre. Comment expliquer une récidive ou une progression de l'endométriose malgré un traitement sous pilule, par exemple? Malheureusement, on sait qu'avec une pilule ou avec un traitement quel qu'il soit, on ne bloque pas complètement le cycle. Une pilule, ça ne met pas en ménopause. Et du coup, la patiente doit avoir des petits implants qui vont forcément repasser ou qui sont présents. Et ces implants, avec le cycle hormonal, vont regrossir. Donc, quel que soit le traitement, que ce soit un traitement médical, un traitement chirurgical, tant que la patiente n'est pas ménopausée, il y a un risque de récidive, quoi. Et peut-être une dernière question, enfin, à moins que dans le public, une question vous est venue, non? Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants dans le quotidien quand on souffre d'endométriose? Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants ou pas? Peut-être qu'il n'y en a pas. Tout ce qui va être hyperostrogénie. Donc, si la patiente... Alors, vous pouvez développer un petit peu... Si les ovaires fonctionnent trop, oui. Donc si on a un peu trop d'oestrogène ou les traitements qui vont augmenter un petit peu le taux d'oestrogène. Mais ça, on ne contrôle pas. Alors, il y a des choses, les phytoestrogènes, le fait de majorer par l'alimentation, hein, on peut augmenter un petit peu l'endométriose. L'alimentation, c'est-à-dire? On sait que dans certains aliments, il y a beaucoup de phytoestrogènes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la ménopause. Oui. Et le fait de monter le taux d'oestrogène dans le sang. Vous pouvez me donner un petit exemple? Le soja. Le soja. Alors, un deuxième exemple? Je ne sais pas, peut-être. Il y a quand même beaucoup de patientes qui ont remarqué qu'en justement en changeant l'alimentation, en évitant tel aliment, en privilégiant un autre, elles vont améliorer leurs symptômes. Donc il y en a qui vont arrêter le lactose, d'autres qui vont essayer d'arrêter le gluten. C'est pareil, il n'y a pas de règles, ça dépend vraiment des patientes, mais elles remarquent qu'il y a des facteurs qui peuvent jouer comme ça. Très bien. Donc, toujours pas de questions? Ah, si, vous voyez, comme quoi, il faut persévérer. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Vous disiez là que l'endométriose, du coup, c'est une maladie inflammatoire. Est-ce qu'il y a des populations où... des personnes atteintes de pathologies qui sont plus à risque de faire de l'endométriose, du coup? Je pense par exemple aux personnes qui ont des allergies ou des choses comme ça. Ça, c'est une très bonne question. Non, pas spécialement. Et on a des patientes qui sont atteintes de maladies inflammatoires autres, type Crohn, rectocolite. Et ces patientes ne sont pas plus à risque d'avoir de l'endométriose, non. Docteur, vous voulez rajouter quelque chose? Je dirais juste un mot sur le fait que malheureusement, à l'heure actuelle, l'endométriose est une maladie chronique et que nous, on va essayer de trouver le maximum de choses pour que la patiente ait une vie le plus normale possible, qu'elle ne se retrouve pas à rater l'école, à rater son travail, à avoir une vie intime perturbée, mais que c'est souvent plein de choses. Donc, une pilule efficace, parfois une ou deux chirurgies dans la vie, parfois ça va être la phyto ou la kiné. Et qu'il ne faut pas être à la course du traitement miracle qui malheureusement n'existe pas. Et c'est plutôt plein de choses qu'il va falloir piocher pour aider la patiente. Mais on peut dire que voilà, aujourd'hui, il existe quand même des solutions pour avoir une vie normale. Oui, fort heureusement, on a quand même un complément de la chirurgie pour les patientes qui ont été opérées ou les patientes qui ne sont pas opérées, des traitements au niveau médicamenteux qui peuvent... Dans la grande majorité des cas, une fois qu'on a testé plusieurs choses et qu'on trouve celui qui fonctionne bien, on a quand même aussi des patientes qui vont bien. C'est comme tout à l'heure quand on parlait de la ménopause, on a quand même plein de patientes ménopausées qui le vivent très bien. C'est important et de le dire. On a quand même aussi un certain nombre de patientes endométriosiques qui arrivent quand même à avoir une qualité de vie acceptable, voire qui vont bien. Donc, et qui peuvent avoir aussi des enfants. Bien entendu, sans forcément d'assistance. Oui, je veux dire, voilà, endométriose n'égale pas infertilité forcément. Oui, c'est pas de l'infertilité forcément définitive non plus. Et heureusement, on a plein de patients qui, comme on l'a dit au début de l'exposé, qui n'ont pas besoin, qui arrivent à faire leurs enfants spontanément. Donc, et heureusement.
Bah, tant mieux, on va comme ça rester sur un message positif. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'on a un petit peu de temps, figurez-vous. Donc, à moins qu'il y ait une autre question dans le public. Non, pas de question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Une chose hein, pour apaiser un peu les esprits. Les endométrioses qu'on opère, qui sont les endométrioses graves, souvent elles sont le fait aussi de gros retards diagnostiques. Et donc d'une endométriose qui a vraiment progressé très longtemps. Globalement, ça va tendance, je pense, à disparaître avec le temps petit à petit. J'espère en tout cas avec l'information. Oui, avec le fait que justement on parle de plus en plus de l'endométriose, on n'en parlait pas il y a... Voilà, exactement, on n'en parlait pas hein, il y a 10-15 ans. C'est quelque chose qui a été, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très... pour une maladie en fait, qui est très récent. Ouais, en fait, non, qui existe, qui a été décrite, si on regarde un peu de manière historique, il y a 2 siècles. C'est quand même... Oui, bah, ça a toujours été là, quoi. Ça a toujours été là, mais on en parle depuis peu de temps. Et c'est vrai que si ça a 10 ans pour diagnostiquer, ça paraît complètement fou aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vient aussi du fait que les patientes s'en rendent pas compte de suite, que les symptômes ne sont pas clairs Je pense qu'il y a aussi des patientes où on leur explique que voilà, elles ont des règles douloureuses, et ben, elles vont vivre toute leur vie avec des règles douloureuses. Hein. Enfin, je pense que c'est le premier problème. Après, le développement de l'information au grand public, le développement des réseaux, comme vous expliquait Laurie Denis-Larocque sur les réseaux dans les régions de professionnels de santé, je pense que ça va quand même amener des solutions. Et puis, un autre éclairage sur cette pathologie. Et également, vous voyez, la recherche se relance. Donc, effectivement, l'histoire du test salivaire, je pense que ça va vraiment aussi nous aider. La chirurgie progresse. Maintenant, de la chirurgie assistée par robot, enfin, ça permet quand même d'améliorer les prises en charge. Donc, non, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à la souffrance des femmes. Finalement, vous êtes une femme, vous avez vos règles, vous souffrez, c'est normal. On verra plus tard si derrière se cache une problématique spécifique. Heureusement, les mentalités évoluent. On arrive au bout de cette table ronde. Néanmoins, si quelqu'un veut encore prendre la parole, bah, écoutez... Juste dire pour compléter ce que vous disiez, qu'il n'est pas normal en fait d'avoir des douleurs de règles au point d'aller aux urgences ou de faire des malaises. Ça c'est qu'il y a quelque chose derrière a priori. Donc ce n'est pas normal et ça c'est un message. Voilà, on n'est pas obligé de souffrir ou en tout cas de souffrir sur le long terme. En tout cas, voilà, si on a, comme vous dites, des règles douloureuses au point d'aller aux urgences ou de ne pas pouvoir aller travailler, bah, il est important d'aller consulter des gynécologues, d'aller consulter parce que derrière il peut y avoir des solutions et qu'il vaut mieux être diagnostiqué endométriose, hein, puisque derrière on a vu que voilà, il y avait quand même de l'espoir. Hein, donc pour que ça s'arrange. Juste un petit mot pour toutes les femmes qui, avec le test salivaire, on va leur dire qu'elles sont négatives, qu'elles n'ont pas d'endométriose, mais qui souffrent quand même au point d'aller aux urgences tous les mois. Il ne va pas falloir les oublier et quand même les prendre en charge. Et voilà, on sait que qu'il y ait d'endométriose ou pas, nos solutions, que ce soit la pilule, les antalgiques et tout ça, ça reste valable. Et que la douleur des patients et des patientes est à prendre en compte, bien évidemment. Bien évidemment. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci. Merci à vous.